Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la crise anglophone au Cameroun. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, les évêques camerounais et même les chefs traditionnels, dont le sultan Njoya, le roi des Bamoun, ont appelé ces derniers jours à l'apaisement et au dialogue. Mais sur le terrain, la situation est encore tendue. D'un côté, une minorité déterminée qui veut la sécession, qui veut la partition du Cameroun. En face, un État fort, ferme, qui, pour rien au monde, ne veut négocier l'unité du Cameroun et son intégrité territoriale. Mais comment éviter l'escalade si on n'y est pas encore? Comment sortir d'une crise qui cristallise tant de ressentiments de part et d'autre? Trois Camerounais avec moi pour en parler. Peter Mbafor, vous êtes anglophone, c'est important de le préciser. Vous avez été pendant longtemps le président de la section française du SDF, le Front social démocrate. Quand je vous ai appelé, M. Mbafor, pour vous inviter à cette émission, vous m'avez dit que votre cœur saigne, que vous souffrez, que vous avez mal. Vous nous direz au cours de cette émission les raisons de votre mal-être et comment vous comptez en guérir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de l'invitation. André Nda, vous êtes politologue, vous êtes par ailleurs philosophe et dans les moments comme ceux que traverse votre pays, le Cameroun, la philosophie est sans doute d'une grande utilité. Merci André Nda d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Émile Boyogeno, vous êtes historien, sociologue, défenseur, grand fervent défenseur de l'unité du Cameroun. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Depuis l'indépendance de leur pays, Camerounais, anglophones et francophones ont toujours vécu ensemble. Mais depuis quelque temps, le vivre ensemble est soumis à rude épreuve. Mais vont-ils s'en sortir? Oui, répond le gouvernement qui dit avoir pris des mesures hardies pour résorber la crise. Mais sont-elles suffisantes? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction commenté par Graziella Tchakounté. Ils veulent sortir de la République et brandissent drapeaux et symboles divers. Une minorité d'indépendantistes anglophones qu'on dit téléguidés de l'extérieur du Cameroun. Mais la République tient à son unité et compte la défendre par tous les moyens. Plusieurs mesures sont déjà mises en œuvre, mais sont-elles à la hauteur du malaise? Parviendront-elles à résoudre la crise qui secoue le nord et le sud-ouest du Cameroun? Décryptage. Tout commence en août 2016 avec une revendication corporatiste à Bamenda. Des avocats qui réclament la traduction en anglais des textes de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique. Ils sont rejoints dans la foulée par des enseignants qui réclament, eux, un système éducatif plus adapté et de meilleures conditions de travail. Ce sont des avocats qui ont commencé, ils voulaient le rétablissement. Qu'on redéploie les magistrats francophones que Yaoundé a déployé dans notre système judiciaire et qu'on ramène les magistrats anglophones du système common law qui ont été déployés dans le système légal judiciaire francophone. Pour nous les enseignants, nous avions à l'époque des revendications purement éducatives. Très vite, le mouvement est parasité et se mue en revendications politiques. Premier acte fort, le président Paul Biya crée en janvier 2017 la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, une institution pour la formation des avocats, notaires et huissiers de justice anglophones est également créée. Le 27 avril 2017, les membres de la commission sont installés par le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Nyong. Nous sommes tous Camerounais et je pense que tous les Camerounais ont le devoir de non seulement vouloir la paix, mais aussi de rechercher des solutions de dialogue. Il ne peut pas avoir de dialogue dans un sens. Et donc je pense que c'est ensemble que nous pourrons trouver en communiquant et en essayant de comprendre les uns et les autres que nous pourrons trouver des solutions. Mais cette mesure satisfait-elle les mécontents? Pas du tout, ça ne peut pas répondre au problème anglophone. Le problème anglophone est plus profond, puisque c'est un problème qui est de la crise constitutionnelle, de la crise politique. La grogne anglophone se radicalise et se mue en grève et émeute. Plusieurs meneurs sont interpellés et incarcérés.
Mais le 30 août 2017, Félix Agbor, Fontem Neba, Paul Aya Abine et 70 autres prisonniers anglophones recouvrent la liberté. Un geste d'apaisement du président de la République, salué de tous. Nous célébrons que ces personnes soient libérées, mais que nous sommes encore très très vigilants et notamment que nous estimons que c'est une étape et que le gouvernement doit continuer, démilitariser la zone et restaurer le dialogue pour que le problème dans le fond puisse être traité. Ce dimanche 1er octobre 2017, le président Paul Biya a dit rester ouvert au dialogue serein. Mais quelles seront les options à mettre sur la table des négociations? Une chose est d'ores et déjà certaine, la sécession n'en fera pas partie. Monsieur Mbafor, avant de commencer notre émission, vous m'avez dit comment voulez-vous que je me porte bien quand mes frères anglophones sont massacrés, quand mes enfants anglophones sont massacrés. Vous parlez de massacre. Qui massacre vos frères et enfants anglophones? C'est l'armée, c'est le BIR essentiellement, c'est les gendarmes, c'est les militaires qui ont été envoyés sur le territoire anglophone, j'ose dire. Sur le territoire camerounais? Oui, sur le territoire camerounais anglophone, justement pour essayer Bon, je ne peux pas dire qu'ils veulent calmer le jeu, parce que calmer le jeu, il se serait passé par le gouverneur qui convoque par exemple des notables, qui convoquent des gens de la société civile pour voir ensemble comment on peut résoudre cette crise. Au contraire, ils ont voulu utiliser la manière forte qui est passée par la répression, les arrestations arbitraires, les recherches des jeunes garçons jusqu'à leur domicile dans la nuit. On les enlève pour aller dans quelle destination? Je n'en sais où. Et chaque jour, c'est des plaintes qui viennent. Je suis constamment téléphoné pour dire que oui, telle personne a disparu au quartier, on ne l'a pas vue, et tout ça là. Et moi, c'est pour ça que j'ai dit que mon cœur saigne, parce que je sais que les prisons camerounaises sont pleines. Il n'y a plus de place pour pouvoir prendre les prisons sont pleines. Qui remplissent ces prisons? Ils se sont rendus coupables d'infractions, sans doute, s'ils sont en prison. La seule infraction qu'ils ont commise, c'est pouvoir revendiquer leurs droits et la liberté d'expression. Quel droit, M. Mbafor, quel droit ont-ils revendiqué? Le droit d'avoir notre culture qui nous revienne, parce que systématiquement, on trouve que l'anglais est en train d'être effacé de l'histoire des anglophones. La preuve, la plupart des documents que vous recevrez n'ont pas la traduction, ils ne sont pas en deux langues comme c'est prévu par la Constitution. Depuis la fin de l'année dernière, c'est fait. Ce problème est réglé, non? Ce n'est pas encore réglé. Ce n'est pas encore réglé. Ce n'est pas encore réglé parce que même si vous partez à Yaoundé, dans la plupart des ministères, vous arrivez là-bas, vous ne trouvez que des écritures en français. Il n'y a pas anglais. D'accord? Monsieur André Inda, comparaison n'est pas raison. Le dimanche 1er octobre dernier, la police espagnole, nous sommes en plein cœur de l'Europe, a réprimé les indépendantistes catalans, bilan 800 blessés. Qu'est-ce qui explique que la question de l'indépendance, ou du séparatisme ou de la sécession est traitée de façon aussi intransigeante par les États, d'où qu'ils soient? Oui. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je répète, c'est vrai que le contexte est assez particulier. Il y a des difficultés qui se passent au pays. Oui. Mais je crois qu'il faut rester rationnel. Je vais d'abord répondre à votre question de manière précise. S'il vous plaît. En général, ce qui fait la définition de l'État, c'est son intégrité territoriale. Dès lors que cette intégrité est remise en question, c'est l'existence même de l'État qui est remise en question. C'est ça qui justifie la détermination absolue de chaque État à préserver l'intégrité de son territoire. Parce que derrière l'intégrité du territoire, qu'est-ce qui est en jeu? C'est la capacité de l'État à s'occuper de la sécurité des citoyens. C'est la capacité de l'État à assurer le bien-être des citoyens. Si l'État ne peut pas assurer ces éléments-là, l'État n'a plus de raison d'être. Qui sont des prérogatives régaliennes. Absolument. Donc ça doit être très clair par rapport à ça. Alors,
Après, on pourra revenir, si vous voulez bien, sur la question même, sur la question qui s'est cristallisée le 1er octobre. Parce que cette question, si vous permettez, oui, s'il vous plaît, c'est une question qui, à mon avis, malheureusement, a subi ou est victime d'un parasitage politicien. Je pense qu'il faut être extrêmement sérieux par rapport à ça. Ce qui s'est passé le 1er octobre et qui n'est pas particulier au Cameroun, parce qu'à côté, je ne sais pas si vous êtes au courant, oui. Au Biafra aussi, toute la partie du sud-ouest du Nigeria a également fonctionné de la même manière. On aurait dit qu'il y avait une espèce de, je dirais, de préparation commune derrière ces manifestations-là. Quand M. Mbafor parle de massacre, oui. Le mot est-il justifié à vos yeux? Vous avez parlé tout à l'heure des prérogatives régaliennes de l'État, c'est-à-dire assurer la sécurité des biens des personnes. Oui. Mais dans quelle proportion, dans quelle limite? Je ne suis pas sur place, donc oui. Je ne peux pas préjuger de ce qui se passe. Mais d'après les informations que nous recevons, y compris des sources qui sont dites relativement indépendantes comme Human Rights Watch, on ne parle pas de massacre. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Il y a des victimes humaines, et je pense qu'il y a un débat autour de 17 morts, et puis il y a des dizaines de blessés. Donc voilà les informations qui nous reviennent de sources indépendantes. Les sources même gouvernementales ne parlent même pas de ces chiffres-là. Je pense qu'ils sont aux alentours de 10 personnes. Donc, à cette échelle-là, même si ce sont des vies humaines qui ont été supprimées, et on est tout à fait conscient de ce que c'est extrêmement difficile, mais on n'est pas à l'échelle de massacre. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans l'utilisation des mots qu'on emploie, parce que derrière l'utilisation, eh bien, on est en train de s'adresser, d'envoyer un message. Et ce message-là, il faut qu'il soit extrêmement délicat. Émile Boyogeno, quel est le regard que vous portez sur la gestion que fait le gouvernement camerounais de la crise anglophone, très rapidement? Alors, je pense que le gouvernement fait une gestion relativement mitigée de cette crise. Une gestion dans laquelle l'agenda lui est dicté en fait par la partie adverse. Et c'est un petit peu improvisé. On peut le voir, il y a plusieurs éléments qui le montrent. Cette commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme qui a été installée en janvier, on est au mois d'octobre, elle n'a toujours pas de secrétaire général, qui est notamment la personnalité qui doit piloter l'organe en question. On peut regarder également le 1er octobre, c'est une date qui aurait dû être anticipée. Mais la libération des prisonniers, oui. Par contre, les décisions intéressantes et très importantes relatives qui étaient portées par les syndicats, notamment les enseignants, le clergé, les avocats, enfin les enseignants, les avocats, mais également le clergé, ces revendications ont presque toutes été satisfaites. Il y a un chapelet, alors on va dire une quinzaine à peu près, si on les décompte, même si elles se recroisent. Elles sont presque, quasiment toutes été satisfaites et le gouvernement est même allé au-delà. Il y a eu des libérations. Par contre, il se laisse un tout petit peu précédé par la partie adverse. Le 1er octobre aurait dû être anticipé. Toutes ces décisions, personne n'en a connaissance, au fond. Personne. Ah oui, d'accord. Toutes les décisions, l'adhésion du gouvernement aux revendications des porte-paroles ont été prises, mais personne n'en parle parce que ce n'est pas diffusé, ce n'est pas relayé sur les réseaux sociaux. Il y a une bataille que le gouvernement manque de pédagogie. C'est exact. C'est sur les réseaux sociaux. Personne n'en entend parler et c'est un petit peu le point névralgique de cette gestion. Par contre, c'est une gestion qui tient, qui est cohérente, qui est convergente. Et attention, on ne le dit pas assez. À plusieurs reprises, plusieurs de ces leaders ont été conviés à des entrevues. Ils ne s'y sont pas rendus. Donc on peut voir quand même que, d'une part, le gouvernement, il est précédé, mais il n'est pas tout à fait, mais il fait quand même son travail. Monsieur Mbafor, Émile Boyogeno dit l'essentiel des revendications de la partie anglophone a été satisfait. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, j'ai des doutes bien réservés sur cette question. Pourquoi? Parce que si les personnes qui ont été libérées, qui sont le barrister Congo, avec Aya et autres, mais les autres, tous ceux qui restent en prison ont été arrêtés et incarcérés pour les mêmes raisons. Vous avez des cas précis d'anglophones qui sont encore en prison aujourd'hui pour les mêmes raisons. BBC Manchor,
il y a des noms, il y a toute une liste de personnes que je ne peux pas citer, mais il reste quand même une cinquantaine de personnes qui ont été arrêtées au même moment et transportées à Yaoundé pour être... Et ils sont innocents, ils n'ont rien fait du tout, on les a incarcérés. Bibi Mancho était animateur d'une station radio à Bamenda. Et donc, c'est lui qui était sorti, il a été vraiment actif, je peux dire qu'il est activiste. Oui. Et d'autres jeunes ont été arrêtés derrière lui et qui sont incarcérés. Et le jour, si le président voulait vraiment faire grâce, il aurait sorti tout le monde des prisons camerounaises? Non. Ceux qui ont été arrêtés à ce moment-là. Oui, mais monsieur Mbafor, vous savez qu'il y a des anglophones qui ont pu se rendre coupables d'infractions vraies et qui ont porté atteinte à l'ordre public, à l'intégrité physique des gens, qui ont détruit des biens publics. Et moi, j'ai envie de vous demander, monsieur Mbafor, quand l'État doit faire respecter l'ordre public, vous comprenez qu'on fasse usage de la force pour restaurer l'autorité de l'État? Monsieur, vous parlez à quelqu'un? Oui, s'il vous plaît. Qui a été aussi dans l'armée camerounaise. J'ai été gendarme. Je suis sorti major de ma promotion. Oui, vous êtes officier, effectivement. Oui. Et si je suis ici en France depuis 42 ans, je donne mon cas précis. S'il vous plaît. C'est parce que j'ai réussi un concours pour venir en France en 1976. Le gouvernement camerounais a refusé que je ne vienne ici parce que j'étais anglophone et que je ne pouvais pas suivre. Je ne pouvais pas poursuivre des études ici à l'école de gendarmerie. Ok, mais vous vouliez utiliser vos connaissances militaires pour nous expliquer. Oui, pour vous expliquer que, même si force doit faire la loi, il y a des sommations. Il y a des sommations. Et en plus, la police et la gendarmerie, il y a à l'école de gendarmerie ou bien à l'école de police, on dit la présence du gendarme est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que dès que quelqu'un voit un gendarme qui apparaît devant lui, il commence à dire, est-ce que j'ai ça? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose pour me faire arrêter? Tout ça, ça n'a pas été respecté. De la même manière dont les gens qui sont partis un samedi pour arrêter le procureur général Ayampon chez lui, qui était en dehors de... Mais très rapidement, M. Mbafor, le président de la République, ce dimanche 1er octobre, dit ceci, je le cite, le président Paul Biya, « Je condamne de façon énergique tous les actes de violence, d'où qu'ils viennent, quels qu'en soient les auteurs. » Pour la première fois, et c'est rare, le président entrevoit l'hypothèse qu'il est possible que des éléments de force de l'ordre fassent preuve ou usage excessif de la force. C'est quelque chose qui vous satisfait? Ça me satisfait qu'il reconnaît enfin qu'il y a des exactions. Non, mais il ne dit pas, il dit condamne. Il dit et il condamne. Voilà. Il dit et il condamne. D'où qu'elle vienne. Il condamne la violence d'où qu'elle vienne. Des deux côtés. Des deux côtés, c'est ça. D'accord. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans. Parce que moi, j'ai dit, il y a des autorités qui représentent le chef d'État dans les deux parties du Cameroun, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont le gouverneur. Quand il y a quelques mois en arrière, quand les médias sont descendus pour la première fois et qu'ils ont tapé des élèves, ils ont violé des filles et tout ça là, le gouverneur, si ils étaient vraiment des Camerounais dans l'âme, ils seraient sortis pour dire que ce n'est pas ce que nous avons demandé aux militaires de faire. Et que même faire un semblant de dire que nous allons faire des enquêtes pour pouvoir punir des auteurs, pour que la population se calme. Non, ils n'ont pas fait, ils ont laissé faire. Très rapidement, Émile Boyo-Guéno. Je pense que je partage l'idée de M. Mbafor sur la violence. Elle ne doit pas exister. Mais j'ai une question. Il a évoqué tout à l'heure la culture anglophone, anglo-saxonne, qui doit être gardée. Enfin, moi, j'ai quand même du mal à comprendre ça. Vous êtes un aîné, peut-être même un père, mais moi, je suis jeune. On est en 2017, en Afrique. Pourquoi on doit garder une culture anglophone? Pourquoi on doit donner sa vie pour une culture coloniale? C'est ça que moi, j'ai du mal à comprendre, cette revendication-là. Foncièrement. Et attention, ne me faites pas le reproche d'être francophone, parce que dans ma famille, j'ai des anglophones. Je suis anglophone. Mon enfance, je la passe à Tico, en partie. Donc,
de ce point de vue-là, je n'ai pas de leçon à recevoir. Par contre, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai grandi un peu dans les deux cultures, si vous voulez. Non. Même si par contre, j'ai envie de comprendre pourquoi en 2017, on doit donner sa vie pour une culture anglophone, une culture coloniale. Comment ça se fait? Je suis choqué. La question, Je suis choqué. Bon, la question que je vais vous demander, mon cher, je peux vous appeler même fiston, est ceci. Ayant vécu dans les deux cultures, oui. Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que j'ai une préférence? Oui. Non. Non. Je n'ai aucune préférence parce que ce ne sont pas... Je vais vous recadrer. Je n'ai pas de parce préférence. Que moi, je vais vous dire. C'est-à-dire que chez nous, chez nous, les anglophones, parce que moi, je suis d'expression anglophone, je suis camerounais d'expression anglophone, oui. Tous nos problèmes, toutes nos revendications viennent d'en bas. Et quand ça arrive au sommet, c'est en ce moment qu'on essaie de régler ces problèmes, d'où que ça sort. Mais chez les francophones, on a toujours été habitués à prendre des autres d'en haut et de faire... Là, vous faites effectivement référence à des éléments historiques, mais je vous propose... Mais on n'était pas là quand ça s'est passé, hein, c'est indirect rule et c'est direct rule. Hein. On n'était pas là, donc on ne peut pas... Oui, mais il y a aujourd'hui des substrats, il y a forcément des substrats qui sont restés et qui conditionnent... Et d'ailleurs, c'est discutable. C'est discutable. D'ailleurs, les historiens ne s'entendent pas là-dessus. Mais on en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite. D'accord.